peut-être de quoi faire taire ceux qui définissent la Russie comme un pays arriéré. Eh bien, figurez-vous que 88% de la population russe a bel et bien accès à Internet. Et on dit aussi que le réseau de haut débit russe est l'un des plus rapides au monde. Sauf que tout cela pose tout de même un souci pour le Kremlin. Le souci, c'est que oui, les Russes surfent sur Internet, mais ils ont l'habitude d'aller sur ces fameux sites américains sur lesquels on va tous, ces plateformes de diffusion de vidéos, ces réseaux sociaux, et ça, ces satanés sites américains, eh bien la Russie n'en veut pas. Alors, pour contrecarrer tout ça, eh bien la Douma vient de proposer un projet fou, créer un Internet distinct pour la Russie et également pour les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. On est en direct avec Fabrice Epelboin. Bonjour à vous, vous êtes spécialiste des réseaux sociaux, de l'Internet également dans son ensemble, et vous êtes enseignant à Sciences Po Paris. Voilà ce que dit ce fameux membre de la Douma qui a fait cette proposition. Il dit, si la Russie a des pays amis, pourquoi ne pas faire un Internet commun, par exemple sur la base des BRICS? Il ajoute, imaginez, il y a leur Internet occidental avec toute la saleté du monde, la débauche et le noir, et ça devrait être le nôtre, un Internet où les valeurs traditionnelles et la bonté prévalent. Voilà pour le message. Déjà, est-ce que créer un Internet parallèle, c'est techniquement réalisable? À ce jour, non, ce n'est pas techniquement réalisable. C'est une vieille idée, ça a déjà de nombreuses années. Il y a eu des tentatives, notamment de la part de l'Iran, et puis des annonces depuis bon nombre d'années de la part de la Russie, mais pour l'instant, ça n'a jamais été suivi d'effet. Et les spécialistes ont de gros doutes sur la faisabilité technique d'une telle entreprise. Alors justement, ils veulent quand même prendre avec eux le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Eux n'ont peut-être pas envie d'être finalement coupés du monde, parce que le but, c'est de se couper du reste de l'Occident. Rien que pour des questions commerciales, Internet, on ne peut pas s'en passer dans ces pays-là. C'est parfaitement fantaisiste. L'Inde est l'usine du monde d'un point de vue numérique. Il y a des dizaines, si ce n'est des centaines de millions de personnes qui vivent de leur travail sur le numérique en Inde. Couper l'Inde du reste du monde sur Internet, c'est condamner son économie. Ça n'a aucun sens, absolument aucun sens. Les seuls qui pourraient être embarqués dans un tel projet, c'est l'Iran. Et la cohérence des valeurs traditionnelles portées par l'Iran d'un côté et la Russie de l'autre, ça reste un mélange qui jusqu'ici est totalement invraisemblable lui aussi. Il parle quand même d'avoir une cyberpolice et une cyberarmée, là aussi irréalisable, parce que déjà, on voit bien sur notre Internet, c'est compliqué de réguler tout ça, mais ça veut dire que tout serait encore plus verrouillé, ce ne serait finalement qu'une espèce d'intranet version géante avec uniquement quelques informations auxquelles on pourrait avoir accès. Voilà dans l'idée ce que défend la Russie. Non, pas du tout. Là, on parle d'une cyberpolice, c'est tout à fait faisable. Les Chinois ont ça, on a ça également. La différence, c'est qu'on n'est pas dans le même type de régime politique et que si vous commettez une infraction lourde vis-à-vis de l'autorité centrale en Chine, les conséquences sont infiniment plus graves que si vous faites ça en France, où pour ainsi dire, il n'y a pas de conséquences pour l'instant. Et on peine à imposer l'idée en France que l'anonymat n'existe pas, qu'il n'y a que du pseudonymat et que ce que vous dites sur Internet peut avoir des conséquences dans la vie réelle. Il y a eu énormément de retard pris là-dessus, il y a eu énormément d'erreurs faites à ce sujet, je pense notamment à l'affaire Mila qui a été une occasion de le montrer aux yeux de tous, totalement raté. Et donc il y a encore énormément d'efforts à faire en France pour imposer l'idée que Internet n'est pas une zone de non-droit, ce qui ne l'est pas juridiquement, alors qu'en Chine, c'est quand même beaucoup plus simple, il suffit d'enfermer 2-3 personnes dans des goulags et le problème est réglé et tout le monde a parfaitement compris la problématique. Donc pour ce qui est de la cyberpolice, elle existe en Chine, en Russie, en France, elle existe à peu près partout. La différence, c'est que certains régimes ont plus de facilité à se faire respecter que d'autres. Et justement, vous mentionniez la Chine, parce qu'effectivement, la Russie, elle n'est pas allée chercher cette idée dans les tréfonds de son imagination. C'est effectivement la Russie qui la lui a soufflé. Non. Alors qu'Internet devient un nouveau moteur de développement, une nouvelle frontière pour assurer la sécurité et une nouvelle plateforme pour les échanges culturels et l'apprentissage mutuel, la construction d'une communauté avec un avenir commun dans le cyberespace est un choix inévitable pour répondre à l'appel du temps et une aspiration commune de la communauté internationale. À l'avenir, nous devons approfondir les échanges et la coopération pratique pour faire avancer ensemble la construction d'une communauté ayant un avenir commun dans le cyberespace vers une nouvelle étape. Fabrice Epelboin, on l'entend, c'est quand même une idée qu'au moins deux protagonistes partagent. Ça veut dire quand même que ça peut être un avenir? Non, c'est pas la même idée. La Chine a établi son Internet depuis le début dans des frontières, la fameuse grande muraille numérique de Chine. On n'est absolument pas sur la même idée que celle que relance Vladimir Poutine, qui est de construire un Internet isolé.
D'un côté, on a des frontières, de l'autre côté, on a vraiment une isolation totale. C'est deux approches techniques totalement différentes. L'approche que propose Vladimir Poutine, qui est de faire un autre Internet, est à ce jour complètement techniquement irréalisable. L'approche chinoise marche depuis plus de 20 ans et leur a permis de construire un Internet national, de préserver leur souveraineté numérique. Ils n'ont pas de problème d'intrusion d'agents d'étrangers via Facebook parce qu'il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de Twitter. Il n'y a que des entités chinoises qui obéissent au gouvernement chinois et qui offrent des services équivalents à Facebook, Google et compagnie. Mais c'est une toute autre approche technique qui consiste à construire des frontières autour d'un Internet. Vous restez avec nous un instant, si vous le voulez bien, Fabrice Eppelboin, parce que d'abord, Claude Blanche-Maison, quand même, le but, c'est de créer un réseau séparé de l'Occident où les valeurs traditionnelles domineraient. C'est ce qui a été dit. Ça veut dire qu'en fait, on n'arrive pas à contenir cette fuite américaine auprès des Russes, alors qu'on le disait à l'instant, en Chine, on y arrive davantage. Mais je crois qu'il n'y arrivera évidemment pas, Poutine, comme ça vient d'être dit. D'une part, parce que si c'était envisageable, cet Internet alternatif, en réalité, pour les BRICS, ce serait un Internet principalement chinois, bien sûr, parce que la coopération, ce serait, comme le pâté de l'alouette, un cheval chinois et une alouette russe. C'est comme ça que les Chinois conçoivent la coopération. La banque des BRICS, elle est comme par hasard en Chine. Et c'est eux qui la contrôlent. Donc, en effet, je pense que pour les Chinois, la proposition de Poutine n'a aucun intérêt. Parce qu'ils ont en effet leur système national qui est parfaitement étanche, qui fonctionne très bien, qu'ils contrôlent très bien, et ils ne voient pas pourquoi ils le partageraient ou ils en inventeraient un autre à partager avec les Russes. D'autant quand même que Poutine a fait quand même une petite obsession de cette histoire d'Internet. Il disait en 2019 qu'Internet était une invention des services spéciaux occidentaux. Je cite, « Ils sont assis là, tout le monde écoute et accumule les informations sur la défense. » C'est ça en fait qui craint, c'est une attaque venue de l'extérieur. Absolument. Alors les questions de liberté numérique et donc de cet espace qu'il a du mal à contrôler, c'est un peu le cauchemar de Poutine et ça fait à peu près 15 ans qu'il cherche à comment mettre sous son joug, comment contrôler tous ces espaces-là. Donc il y a eu quand même... d'un réseau Internet global, j'ai pas forcément les compétences techniques pour dire si c'est possible ou si ce sera possible. En tout cas, c'est un projet très clair. Il y a le moteur de recherche qui a été construit en opposition au moteur de recherche américain qui s'appelle Yandex. Il y a eu un réseau social qui s'appelle VK, extrêmement dur en termes de contenu, qui a été conçu pour que les Russes ne se disent pas qu'ils aient à utiliser d'autres réseaux type Instagram et Facebook. Ce sont par ailleurs au début de la guerre ces réseaux sociaux qui ont été interdits et coupés d'accès. En fait, je me rappelle des premiers jours, il y avait d'ailleurs des journalistes qui nous appelaient pour essayer de mettre en miroir en fait les bombardements sur l'Ukraine et le drame que vivaient certains Russes puisqu'ils n'avaient plus accès à leur page Instagram. Voilà, donc ça c'est pour le petit côté léger, mais c'est pour dire à quel point de toute façon pour ces régimes totalitaires qui veulent contrôler absolument leur population dans tous les recoins de leur vie, c'est une question de réseaux sociaux, de liberté numérique, de données, parce que c'est aussi un instrument de contrôle que d'envisager que de contrôler les données qui peuvent circuler sur toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment une obsession de Vladimir Poutine que de réfléchir à comment les maîtriser et comment en faire un instrument de son régime en fait. Et ça c'est une priorité absolue et pour la Chine aussi qui l'a fait dans ses frontières en effet. Mais c'est exactement ça qui se passe très concrètement pour les Chinois. Il y a à chaque pas, tout est capté, tout est analysé, tout est contrôlé, tout est suivi. Souriez, vous êtes filmé et surtout contrôlé. Mais sauf quand même que général que la Russie elle n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on voit bien, on passe désormais par ce qu'on appelle des VPN, on ne va pas réexpliquer ce que c'est, mais ils passent par des logiciels tiers pour réussir à contourner les pare-feux russes, pour pouvoir avoir accès à tout l'Internet du monde, enfin celui qui n'est en tout cas pas sur le dark web. Enfin, en gros, on utilise aujourd'hui encore des outils en Russie, le peuple contourne les pare-feux qui sont censés être ceux du gouvernement. Donc effectivement, on voit bien qu'on n'arrive pas à contenir ce qu'on voudrait en Russie. Oui, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un Internet, je dirais, national au sens russe. N'oublions pas quand même qu'une partie de ce qu'a dit Poutine n'est pas totalement faux. N'oublions pas qu'Internet, c'est d'abord un outil militaire qui a été créé dans les années 60, sous le terme ARPANET, était uniquement destiné aux affaires militaires américaines. Et qu'après, ça s'est civilianisé et que finalement, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Aujourd'hui, même depuis plusieurs années, alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, je ne sais pas si ça a été réalisé, mais les Américains veulent relancer un Internet militaire pour protéger effectivement toute cette information qui circule. Donc,
le débat est réel. Et puis n'oublions pas, troisième point et dernier point, qui domine aujourd'hui le marché finalement de tout ce qui touche à l'Internet? Les Américains. Les GAFAM. Donc c'est les Oui. États-Unis. Donc il y a un problème, on dit, en termes de souveraineté nationale, on a le même problème chez nous. Quelle est la place qu'on doit laisser, entre guillemets, à l'étranger pour s'infiltrer dans nos systèmes, acquérir de l'information, la diffuser? Après, il n'y a plus que les normes et les principes qui peuvent faire la différence. Et ce qui a été très bien dit tout à l'heure, finalement, on a des règles qu'on a établies au fur et à mesure. N'oublions pas qu'Internet, au départ, c'était la liberté totale. De dire ce que l'on voulait, quand on voulait. Et aujourd'hui, c'est terminé ce temps-là, simplement parce qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir et que même en démocratie, il y a des règles à faire appliquer. Même si sur certains réseaux sociaux, on a encore du mal à faire en sorte que tout soit absolument respectable. Aurélien Duchesne, sur ce sujet. Deux choses. La première est que dans ce que les Russes font, que les Chinois font, et qui leur profiterait bien davantage que ce qu'ils prévoient de faire, ils arrivent à appliquer une sorte de protectionnisme numérique qui leur réussit. Si je prends l'exemple de la Chine, on rappelle que par exemple TikTok, le réseau social chinois dont on oublie souvent chez les Chinois, n'est pas le même chez eux que chez nous, parce qu'en Chine c'est une sorte de Arte, entre guillemets, sur TikTok, c'est-à-dire des contenus culturels limités en termes d'utilisation par jour. Et l'algorithme est moins addictif en Chine qu'il ne l'est en Occident, avec la volonté qui est quasi affichée par le Parti communiste chinois, en gros, de pourrir intellectuellement la jeunesse occidentale, mais de ne pas faire la même chose chez eux. Si j'en reviens ensuite à la Russie, les Russes eux-mêmes ont théorisé, j'ai oublié le nom de celui qui avait dit ça à propos de l'Internet souverain russe, le fait que, grâce à Internet, ils peuvent retourner les principes des sociétés ouvertes occidentales contre elles-mêmes, parce que eux peuvent censurer Internet chez eux. D'ailleurs, n'en ont pas toujours besoin. Si je prends un exemple, les Russes peuvent regarder les jeunes Russes peuvent regarder des vidéos sur YouTube, du streaming, de Netflix, etc. avec un VPN. Ils peuvent avoir le mode de vie occidental, le mode de consommation occidental. C'est pas pour autant qu'ils prennent les valeurs. De la même manière que beaucoup de jeunes Russes sont au courant, grâce aux réseaux sociaux occidentaux, de ce qui se passe en Ukraine. Eh bien, c'est pas pour autant qu'ils condamnent les crimes contre l'humanité qui sont faits par les Russes. Donc tout ça, déjà, ça montre quand même les limites de notre propre capacité à influer sur les Russes ou les Chinois via Internet. Et si j'en reviens enfin toujours à cette question de la capacité de la Russie à profiter de notre ouverture, de notre Internet libre pour y imposer leurs valeurs, j'ai envie de dire quelque part que ce qui nous arrive avec Internet et que les Russes ou les Chinois font est un peu la même chose que ce qu'a subi l'Église avec l'imprimerie. Pourquoi? Parce que l'Église a pensé que grâce à l'imprimerie, elle allait pouvoir mieux diffuser ses dogmes auprès de la chrétienté. Eh bien, à l'inverse, ce sont des mouvements dissidents, c'était le protestantisme qui a pu profiter de la révolution de l'imprimerie pour faire diffuser de nouvelles idées. Nous, on pensait que Internet allait diffuser nos idéaux de liberté, la fin de l'histoire allait s'étendre sur la toile numérique, c'était Fukuyama qui disait ça en 1992, c'est plutôt l'inverse, ce sont les Russes qui nous pourrissent à coup de guerre de l'information et les Chinois qui imposent leur narratif, comme on le voit par exemple dans le Sud global. Bravo, je pensais pas qu'à 11h13 on allait remonter jusqu'à Gutenberg. Bien joué. Aline Lebel-Crémer. Un des objectifs aussi de la mise sous contrôle de cet instrument numérique à l'endroit des populations, c'est que Vladimir Poutine, en termes de message quand même, le distinguo, c'est qu'il a besoin aussi de tous ces outils de diffusion pour passer le message d'une Russie qui serait victime d'une agression. Ça s'inscrit aussi dans un contexte particulier où il n'y a pas qu'Internet qui se joue, il y a la question des manuels scolaires et une vision de la société où tous les pans de la société vont être recouverts par de la propagande et les messages du Kremlin. Et notamment sur la question de ce qui se passe numériquement en Russie, ce qu'on observe, c'est que tout est mis à disposition pour que soit diffusé ce message de la Grande Russie attaquée par l'OTAN, victime, pour faire passer... enfin, on est quand même dans un pays en économie de guerre qui n'a pas le droit d'employer ce mot-là. Ça aussi, c'est une façon de contrôler l'espace informationnel. Tout ce dont on parle depuis des années, ça passe aussi par Internet et c'est un enjeu pour le Kremlin que de maîtriser ces outils-là pour contrôler leur communication, propagande criminelle par tout ce qu'ils peuvent. Et ça, c'est un océan pour eux et c'est un enjeu stratégique. Et donc ça, Internet en ce moment en Russie, par tous les canaux qu'on en a, c'est inondé de propagande criminelle avec ces messages-là, de retour à la Grande Russie, de messages conservateurs et surtout de faire passer à la population qu'il va falloir qu'ils s'engagent pour aller faire la guerre en Ukraine et maintenir ces gens dans la position victimaire dont le Kremlin a besoin pour continuer sa guerre, en fait. Et ça, c'est assez clé pour le Kremlin. Fabrice Appelboin, il y a aussi cette autre information qu'on a appris. Alors ça, encore une fois, ça émane de la fameuse Douma d'État. Elle a proposé d'annuler l'accès illimité à YouTube. L'excuse qui est avancée, c'est assez amusant, c'est de réduire l'usure des équipements de télécommunication. Très franchement, ça n'est pas vraiment ça l'enjeu, soyons sérieux.
Non, bien sûr, c'est absolument pas l'enjeu. Il n'y a pas d'usure des équipements de communication qui fonctionnent par fibre optique. La lumière n'use pas beaucoup les équipements. Ceci dit, on trouve des excuses tout aussi idiotes dans la législation française. Le législateur, d'où qu'il vienne, est champion pour trouver des excuses totalement idiotes à des mesures sécuritaires sur Internet. Vladimir Poutine ne fait pas exception, mais croyez-moi, on est bien placé dans la course. Vous pensez à quoi, par exemple? Du coup, ça m'intrigue. Oh, il y a une multitude de mesures techniques qui n'ont absolument aucun sens dans la législation française, certaines qui sont relativement anodines. L'idée, par exemple, que cette même usure provoquerait une trace carbone, parce que la lumière, c'est connu, ça provoque une trace carbone, et que du coup, on allait taxer les data centers au prorata des données consommées, n'a absolument aucun sens d'un point de vue technique. Ça n'a aucun sens. Malgré tout, c'est une loi française, votée par la législation française, et régulièrement dans les médias, vous trouvez des conseils vous avisant de supprimer vos spams pour sauver la planète. Ça n'a aucun sens techniquement parlant. C'est du platisme technologique. Mais c'est très courant dans les médias, en France comme en Russie. C'est un problème d'électronisme des médias, c'est moins un problème de régime. Par contre, il est clair que les régimes, aussi bien russes que occidentaux, utilisent cette ignorance des médias pour faire passer des mesures sécuritaires avec des prétextes qui sont complètement stupides d'un point de vue technologique. Ah oui, justement, des mesures sécuritaires, parce que Claude Blanche-Maison, pour cette proposition d'annuler l'accès illimité à YouTube, on apprend également qu'il y a 30 à 50% du trafic Internet mobile en Russie qui est dédié justement à ces vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est insupportable aujourd'hui pour la Russie de voir qu'autant de contenus venant de plateformes américaines et potentiellement dangereux parce que ça viendrait à informer le peuple russe circule en fait sur les téléphones des citoyens. Oui, et tant mieux, parce que du coup, la population russe et surtout les jeunes sont informés de ce qui se passe à l'extérieur. En effet, tous les Russes qu'on peut connaître passent leur temps à s'informer par ces moyens et contournent tous les systèmes tout à fait rustiques qui viseraient à contrôler cette circulation de l'information. Quand même, Patrice Eppelboin, pardon. Il y a aussi une autre question, c'est celle de ce que dit, encore une fois, la Russie sur Internet. Elle dit qu'il y a une pénurie terrible de spécialistes de l'informatique, notamment dans le domaine de l'Internet. Les conséquences devraient se faire sentir au cours des 3 à 5 prochaines années. Ça, on l'a pas vu venir, parce que la Russie a quand même eu jusque-là, arrêtez-moi si je me trompe, une certaine forme, non pas forcément d'avance, mais en tout cas d'aisance dans le domaine des communications et dans le domaine des cyberattaques, par exemple. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut constater une baisse au point d'avoir des pénuries dans quelques années ? Au point d'avoir des pénuries dès à présent. La Russie a une tradition mathématique. Et donc, ça donne une tradition d'ingénierie et forcément, ça donne un atout gigantesque pour aborder le numérique. Le problème, c'est que la Russie est en guerre. Et donc, depuis 2 ans, vous avez une hémorragie considérable des ressources humaines en matière d'IT qui fuient vers l'étranger. Vous avez un nombre de travailleurs immigrés venus de la Russie, aussi bien dans le développement informatique que dans le cyber, qui est considérable. Et donc, forcément, ça crée des déficits. Ajoutez à ça les boycotts et les sanctions qui font que de nombreuses technologies ne sont plus disponibles en Russie et qu'il a fallu à la Russie, dans une relative urgence, parce qu'ils avaient quand même un peu anticipé les choses, changer les technologies utilisées de façon à pouvoir se passer de technologies américaines. Ça demande un sursaut de main-d'œuvre qui est la même main-d'œuvre qui fuit le pays, donc ils sont dans une situation effectivement assez critique. Alors justement, ces fameux experts informatiques qui manquent, pardonnez ma question naïve, mais ils n'existent pas, on les a pas formés, ils ne sont pas là, ou est-ce qu'ils sont partis dans d'autres pays? Je pense notamment aux États-Unis. Ils sont partis. Typiquement en cyber, il y a une déperdition considérable de ressources cyber qui vont aller vendre leurs capacités au Moyen-Orient pour très clairement faire de l'offensif. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Et on a un flux migratoire continu entre Moscou et Abu Dhabi avec des très grands experts cyber, souvent des cybercriminels, qui fuient la Russie alors qu'ils ont été exemptés de servir dans l'armée spécifiquement pour éviter cette hémorragie. Mais malgré tout, personne n'y croit et tout le monde fuit le pays. Merci beaucoup pour vos explications, c'était très clair.